Vous avez la parole. Bonjour à tous. Alors, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole pour partager avec vous cette étude qui a été réalisée au Sénégal et qui s'inscrit dans l'approche de la vulnérabilité transfrontalière et le VIH. Comme vous le remarquez ici, l'analyse porte sur un cas de village qui est situé entre le Sénégal et la Gambie. Alors, pour commencer, quelques éléments de rappel du contexte dans lequel l'étude a été réalisée. Entre avril et novembre 2016, plusieurs séances de dépistage ont été effectuées dans le village qui a fait l'objet de l'étude. Et ces séances de dépistage ont révélé un taux de séropositivité de 10%, dont la majorité réside dans ce village. Cette proportion était largement supérieure à la prévalence du VIH de la région de Kaffrine, ce qui a conduit le médecin-chef de région à alerter les autorités de la DLC, la division de lutte contre le sida, et le CNLS sur cette situation. Et c'est dans ce contexte que le CRCF a été sollicité par le Conseil national de lutte pour mener une enquête exploratoire afin d'évaluer les facteurs d'exposition à risque dans ce village. Comme vous le voyez ici sur cette carte, le village est situé sur la frontière entre ces deux pays, le Sénégal et la Gambie. Alors, l'objectif de cette communication est de décrire et d'analyser les facteurs d'exposition des populations au risque VIH dans le contexte d'un village transfrontalier. La méthodologie utilisée a été qualitative, donc nous avons procédé par une revue de la littérature, histoire de recueillir toutes les données disponibles sur ce sujet en explorant les rapports, les évaluations sanitaires, etc. Le processus de collecte a été mené en deux étapes. Nous avons d'abord procédé par une première pré-enquête qui a duré 3 jours et qui consistait à rencontrer déjà et établir un premier contact avec les autorités sur place, les autorités sanitaires et le marabout. Parce que le village dans lequel l'étude a été menée est un village où les gens sont coiffés par un marabout qui dirige tout le village. Donc il fallait d'abord le rencontrer afin d'obtenir son consentement pour mener cette étude. C'est à la suite de cette première phase qu'on a mené la collecte qui a duré 7 jours. Pour le collecte, nous avons utilisé les procédés classiques de recueil de données qualitatives avec les focus, les entretiens semi-directifs et l'observation participante. Les focus ont été faits avec différentes cibles, les jeunes, les femmes, les hommes et les relais. Donc nous avons fait un focus avec chacune de ces cibles. Ensuite, des entretiens avec les personnes vivant avec le VIH 11 et les professionnels de santé 7, ainsi que les leaders communautaires. À la suite de la collecte, les données ont été retranscrites avant de faire l'objet d'une analyse thématique avec le logiciel Atlas TI. Alors, dans les résultats, nous avons identifié 3 facteurs d'exposition, mais pour mieux les appréhender, nous avons d'abord cherché à comprendre l'environnement socio-culturel et économique du village. À l'origine, le village était implanté en Gambie. C'est vers les années 90 qu'il a été exilé au Sénégal. Donc, il est habité par 832 personnes qui suivent, comme je le disais tantôt, les préceptes d'un même guide religieux. Alors, il se conforme aussi à des règles de vie spécifiques en identifiant des créneaux horaires dans lesquels aucune activité n'est permise. Par exemple, en 9h55 et 11h05, 12h55 à 14h05, 15h55 et 17h. Donc, pendant ces intervalles, aucune activité n'est permise, y compris même les activités sanitaires. Et chacun est obligé de s'y conformer plutôt, excusez-moi. Et même dans le processus de collecte, nous avons été obligés parfois d'attendre ces heures-là pour administrer les entretiens. Et même le personnel, c'est également pareil aussi pour le personnel médical. Même pour l'administration des soins aussi, ils sont obligés de se conformer à ces horaires pour faire les consultations. La particularité de ce village aussi, c'est qu'il est très stigmatisé par les communautés qui vivent dans les alentours, liées à des rumeurs d'une sexualité hors norme dans ce village. Il semblerait qu'il y ait des pratiques d'échangisme et de partage de femmes. Il y a aussi, le village est marqué aussi par un contexte de pauvreté accrue, dû à l'absence de terres arables, le manque d'électricité et d'école, et ce qui pousse les hommes à une forte migration masculine. Je le disais tantôt qu'on avait identifié 3 facteurs d'exposition à risque, et le premier est d'ordre transfrontalier. Le village est réputé être un lieu de soins, donc il y a beaucoup de personnes
qui viennent s'y installer. Et il semblerait qu'il y ait des personnes en rupture de traitement VIH en Gambie qui sont venues s'installer dans ce village pour des besoins de traitement auprès du guide. Alors, le traitement ne consiste pas à administrer un médicament, mais plutôt réside dans le respect de 3 conditionnalités, c'est-à-dire rester dans le village, manger les aliments qui sont préparés et boire aussi l'eau dans le village. C'est ce qui oblige les personnes qui viennent dans ce village à y séjourner pendant de très longues périodes et à s'y marier parfois, même et fonder des familles. Il y a aussi la régularité d'événements religieux qui sont souvent des opportunités de relations sexuelles à risque. C'est organisé annuellement dans le village et souvent les gens proviennent de la Guinée-Bissau, du Sénégal ou d'autres pays d'Afrique pour participer à ces événements religieux. Je le disais aussi tantôt, le village est marqué par une mobilité de la part des hommes parce qu'il n'y a pas, et cela découle du contexte de pauvreté qui fait qu'il n'y a pas d'activité génératrice de revenus. Les hommes donc sont souvent obligés d'immigrer ailleurs, ce qui fait que les conjoints se retrouvent seuls. La plupart des foyers sont gérés par des femmes qui font des activités satellites commerciales qui leur susceptibles de les exposer à des situations de prostitution clandestine. Alors, les facteurs de risque d'exposition transfrontaliers sont à corréler aussi avec la prévalence, la proximité du village avec la Gambie, qui a une prévalence VIH estimée à 1,9% au sein de la population générale, selon les données de 2015. Le deuxième facteur d'exposition à risque est d'ordre structurel. Il y a, en fait, je le disais tantôt, que les habitants du village suivent les préceptes d'un guide religieux. Donc, ils pensent que tant qu'ils se soumettent à ce guide religieux, ils seraient dans une situation d'invulnérabilité. Donc, il y a un fort sentiment de protection du guide religieux. Il y a aussi un niveau de connaissance très limité sur le VIH qu'on a relevé dans ce village. De même aussi le contexte de pauvreté qui expose parfois à des situations de prostitution clandestine. Le village aussi est stigmatisé par les communautés qui vivent dans les alentours, ce qui fait que les mariages sont de type endogamique. Alors, le dernier facteur est d'ordre sanitaire. Et ça renvoie souvent à l'absence d'activités de sensibilisation et le non-accès aux préservatifs dans ce village. Il n'y a pas de présence d'agents communautaires, sauf peut-être un relais d'ESDOM qui s'occupe des activités afférentes au PALU. Les PVVH peinent aussi parfois à suivre le traitement et c'est lié au fait que la région de Kaffrine où doit s'effectuer ce bilan est située à 70 km de ce village. Ce qui fait qu'ils n'ont souvent pas les possibilités de se payer le transport pour y aller et payer les bilans. Cependant, malgré toutes ces difficultés, depuis l'alerte, il y a eu pas mal de mesures d'amélioration qui ont été mises en place avec la présence d'activités de plaidoyer, de sensibilisation sur le VIH, de présence de relais communautaires et surtout de la décentralisation de la prise en charge, dans un nouveau poste de santé situé à proximité. Parce que les personnes vivant avec le VIH étaient obligées de faire plus de 70 km pour aller à Kaffrine faire les bilans. Maintenant, il y a un poste de santé situé à moins d'1 kilomètre du village où ils peuvent se rendre maintenant pour prendre les ARV. Alors, en conclusion, nous pouvons dire que l'étude a permis de saisir, de comprendre le contexte socioculturel et sanitaire d'exposition au risque VIH dans ce village transfrontalier. Alors, ça a été très déterminant pour orienter les politiques de santé publique vers la mise en place de politiques appropriées et de mesures aussi acceptables et accessibles à tous. Mais l'intérêt de l'étude aussi était d'avoir montré les défis liés à l'accès aux ARV, mais aussi la nécessité d'un accompagnement continu qui doit se faire surtout dans ces coins très reculés. Mais surtout aussi la nécessité de cibler et d'atteindre les hotspots transfrontaliers qui peuvent être de véritables foyers silencieux de l'épidémie. Alors, à ce stade, je veux dire que l'étude a été de type exploratoire, donc ça nécessite en profondeur, en perspective, de nouvelles études beaucoup plus approfondies pour documenter ces aspects. Et pour terminer, des remerciements à l'endroit de tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce travail, en particulier le CNLS,
qui a commandité ce travail, les autorités de la division de lutte contre le sida et le CRCF qui a conduit ce travail, la région médicale et le poste de santé de Kéléma. Et merci beaucoup à vous pour votre attention. Souleymane, merci beaucoup. Vraiment, merci. Je ne vais pas en dire plus pour ne pas tomber dans le parti pris, mais c'est quand même extrêmement intéressant et unique d'avoir fait cette étude très spécifique, spatiale, dans un territoire. Et je ne sais pas quelle est la possibilité de généraliser cela, mais nous sommes là en face d'un cas très différent, mais qui soulève beaucoup de questions également en termes d'orientation des politiques de santé sur des cas spécifiques que nous pouvons trouver à la lisière des frontières entre nos différents pays. Ça pose aussi la question des formes de vulnérabilité qui sont liées à d'autres types de mobilité et de migration que celles qu'on vient de discuter et présenter tout à l'heure. Donc, sans en dire plus, je vais donner la possibilité à la salle de poser des questions et d'interagir avec Souleymane et les autres qui ont... Ah, nous avons une question ici. Ouais, en fait, je voudrais faire... Je m'appelle Christine Kafando, je viens du Burkina Faso. Et la présentation est très intéressante. J'ai beaucoup apprécié parce que dans nos pays ouest-africains, les villes frontalières sont confrontées à ce genre de problèmes. Et on n'en fait pas beaucoup cas de ça. Parce que les villes qui sont à la frontière, en partie, par exemple, je prends le cas de votre pays là, il y a la Gambie et il y a le Sénégal. Du coup, on a l'impression qu'il y a un laisser-aller de chaque partie. Donc, cette ville qui est au milieu est laissée pour compte sur le plan sanitaire, sur le plan culturel. Et donc, du coup, ça fait que les actions ne sont pas assez portées dans ces frontières-là. Moi, je sais que je fais partie, je viens du Burkina et on fait frontière à la Côte d'Ivoire. Et de l'autre côté, on fait frontière au Mali. Mais ces villes qui sont là, par exemple, quand on prend le Burkina, la ville qui fait frontière au Niger ou au Ghana, ce sont des zones où la prévalence est très élevée. Et il y a des guides spirituels qui sont là, qui monopolisent le système, qui sont des dieux de la zone. Et c'est eux qui décident de quoi on va faire, de qu'est-ce qu'on va dire. Et je pense que ça interpelle tout le monde. Et comme je l'ai dit hier, si ces zones-là ne sont pas assez prises en compte, ça veut dire que tout ce qu'on fait de l'autre côté, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, il va falloir réorienter nos actions, comme il a dit, trouver des stratégies pour intervenir dans ces domaines-là. Et ces guides spirituels-là, vraiment, on les laisse faire. C'est pas normal. Hein? Oui. C'est pas normal. Il faut trouver une solution. Merci beaucoup pour cette belle contribution. Merci Christine d'avoir mis l'accent sur quelque part des zones de non-droit et l'interaction et l'influence de la religion, de la spiritualité et aussi de la vulnérabilité au VIH. Est-ce qu'il y aurait une autre personne qui a un commentaire, une question brûlante avant que l'on ne passe à la prochaine présentation? Souleymane, merci beaucoup. Merci. Alors, nous sommes en Afrique de l'Ouest, nous y restons, mais pour un peu complexifier davantage la problématique, et nous allons accueillir Idrissa Koné, qui coordonne l'initiative du corridor